Et invité de ce journal, Nicolas Metzdorf. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription. On va parler du bilan de cette tournée dans un instant. Mais d'abord, un premier commentaire peut-être sur les propos qu'on a entendus de Louis Mapou, président du gouvernement, sur cette victoire indépendantiste en Polynésie qui, selon lui, oblige la France à revoir ses relations avec les Outre-mer en général, la Calédonie en particulier. Oui, M. Mapou l'a dit avec le sourire qui le caractérise. Pourquoi ? Parce que les gouvernements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie bientôt sont dus à la division des non-indépendantistes. Le Tavini, le parti indépendantiste en Polynésie française, fait 43% des voix. Donc il y a 57% de personnes qui ont voté pour les partis autonomistes. Sauf que la division permet aux indépendantistes d'accéder au pouvoir, comme la division dans le Nord et dans les îles Loyauté aux dernières provinciales a permis à Louis Mapou d'être le président du gouvernement. Venons-en à présent donc au bilan de cette tournée. Dans la matinale radio ce matin, vous avez dit que vous avez écouté les Calédoniens, qu'ils étaient demandeurs d'informations. Dans quel état d'esprit est-ce que vous les avez trouvés ? Déjà, on s'était engagé à faire cette tournée. On s'était engagé à aller voir les Calédoniens, à échanger avec eux et à partager avec eux. Parce qu'on considère que l'avenir institutionnel se construit avec les Calédoniens. Alors bien sûr, c'est des militants qui viennent, mais on invite tous les Calédoniens à venir assister à nos meetings pour entendre ce qu'on a à dire. Alors, on ressent une certaine inquiétude, bien évidemment. Ils pensent que la paix est menacée ? Non, pas jusque-là. Il y a une forme d'inquiétude, mais il y a aussi l'optimisme calédonien qui demeure. On se dit toujours qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Et je crois que la démarche unitaire que nous avons engagée avec le Rassemblement rassure énormément l'électorat loyaliste. Que dire des indépendantistes qui refusent toujours les trilatérales à ce stade ? Est-ce que ça fait partie des inquiétudes des militants ? Parce que finalement, force est de constater qu'ils restent les maîtres du temps. Alors, c'est regrettable bien évidemment, mais on note quand même une avancée de ce qu'on entend sur le prochain voyage de Gérald Darmanin. Une première trilatérale se tiendrait sur le bilan des accords de Nouméa. Je crois que c'est un bon sujet pour commencer le format trilatéral, de partir sur un bilan de ce qu'on a fait ces 20 dernières années pour ensuite continuer à imaginer à la suite, à imaginer le nouveau statut en améliorant les choses. Mais en quoi ce rapport va-t-il permettre d'avancer dans les discussions sur l'avenir institutionnel selon vous ? On va regarder ce qui a marché et puis on va regarder ce qui n'a pas marché. Je crois que le transfert rapide des compétences, la lourdeur de ces transferts, notre incapacité à les financer, notre incapacité aussi à faire vivre le droit, puisqu'on est compétent en énormément de matières, doit nous faire réfléchir et doit nous inspirer sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que, par exemple, nous, les loyalistes, on dit qu'on ne veut plus de nouveaux transferts de compétences parce qu'avec l'accord de Nouméa, on a chargé la barque un peu trop fort. Alors ça, c'est le cas où des discussions se tiennent. Mais dans le cas où ces trilatérales n'auraient pas lieu, par exemple, parce que les planètes sont loin d'être alignées en ce moment. Pour le coup, Gérald Darmanin a été très clair. Il a dit que s'il n'y avait pas de trilatéral, il ne viendrait pas. Donc on comprend qu'il vient. Donc on comprend que les indépendantistes ont accepté, en tout cas, d'être avec les non-indépendantistes concernant la réunion sur le bilan de l'accord Nouméa. Mais vous avez dit ce matin qu'une ambiance s'est installée qui ne laisse pas très optimiste pour la suite. À quoi vous faisiez référence ? C'est par rapport aux propos de Daniel Goas ces derniers temps, qui laisse à penser que la marge de manœuvre va être extrêmement restreinte ? Il y a un discours chez un certain parti politique calédonien, qui est l'Union calédonienne, qui n'est pas fait pour rassurer, il est vrai. Moi, je dirais que les responsables de l'Union calédonienne doivent maintenant retrouver une forme de sérénité, doivent apaiser les choses et doivent se souvenir aussi du nom et du slogan de leur parti politique. Soit on agit en militant, en non-indépendantiste dur, en indépendantiste dur, et puis on enlise la situation et on radicalise les positions, soit on se comporte en responsable politique calédonien avec une population, on l'a très bien vu dans vos reportages, qui attend des réponses et qui a besoin de solutions, et on se montre à la hauteur de l'histoire. Nous, en tout cas, les non-indépendantistes, on a tendu la main dès le soir du 3e référendum, et on est toujours dans cette logique-là, de tendre la main et de vouloir discuter avec les indépendantistes. On dit simplement que s'ils continuent leur stratégie d'enlisement, aussi certains partis politiques indépendantistes continuent d'avoir un discours radical, on devra prendre nos responsabilités et essayer d'avancer tout seul avec l'État. En tout cas, il y a un sujet sur lequel ils ne veulent pas discuter, c'est le sujet du dégel du corps électoral. Votre famille politique, elle reste déterminée, on l'a bien vu. Quels sont les scénarios possibles selon vous ? Il y a deux hypothèses qui ont été rappelées par le ministre. Soit on trouve un compromis avec les indépendantistes sur le dégel du corps électoral, et c'est ce que nous souhaitons, nous, de fonctionner par compromis, par consensus. Soit on n'y arrive pas, et l'État devra prendre ses responsabilités en réformant la Constitution avec les groupes
du Parlement français, c'est-à-dire et du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour dégeler le corps électoral, même si les indépendantistes ne sont pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on sait que Pierre Frogier sera candidat pour les LR. Qu'en est-il du deuxième candidat? On imagine que vous souhaitez quelqu'un de la majorité présidentielle. C'est nécessaire que, bien évidemment, la majorité présidentielle ait un sénateur ou une sénatrice. On verra qui sera candidat ou candidate. Je laisse le soin à la personne concernée de l'annoncer. Très bien, merci à vous Nicolas Metzdorf d'avoir presque répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Député de la deuxième circonscription, donc merci beaucoup.